Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre édition de Cartes géopolitiques sur For You Media Africa. Deux thématiques ce soir. D'abord, on va parler du Burkina Faso. L'actualité de ce côté, on le sait, le pays a changé de régime à peine rentré de New York, où il avait donc participé à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le lieutenant-colonel Damiba a été renversé en fin de semaine dernière. Il se trouverait donc actuellement du côté du Togo après avoir été destitué de son poste de président de la transition du Burkina Faso. Au pouvoir donc actuellement le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Cependant, si plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce coup de force, beaucoup estiment que derrière ce coup d'État se joue une véritable guerre d'influence entre Paris et Moscou. En quoi ces deux États sont concernés par cette actualité? La réponse, bien sûr, dans un instant. Et puis la seconde thématique, la Russie a organisé, on le sait, en début de semaine dernière, des référendums pour arrimer les régions ukrainiennes de Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Une annexion que les pays de l'Union européenne rejettent fermement et qu'ils le considèrent illégale. Cependant, si pour la communauté internationale, cette action n'est pas reconnue, pour d'autres, cela démontre tout simplement que la Russie a pris une longueur d'avance sur ses adversaires. Alors, est-ce réellement le cas? On fera également un tour de table là-dessus avec nos invités. Eh bien voilà, avant de présenter ceux qui vont m'accompagner ce soir dans le cadre de cette autre édition, prenons tout de suite l'actualité géopolitique. On va prendre quelques informations, ce sera sans transition avec le concours de la réalisation. On va commencer par le Mali, Mali-Russie. On parle de cet entretien téléphonique entre Poutine et bien sûr son homologue Goïta, le président russe Vladimir Poutine. S'est entretenu ce mardi 4 octobre 2022 par téléphone avec le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. Tout d'abord, selon le chef du Kremlin, il souhaite distribuer au Mali des engrais russes bloqués à cause des sanctions occidentales depuis l'offensive en Ukraine. Par ailleurs, Vladimir Poutine a également invité son homologue malien à participer au prochain sommet Russie-Afrique qui doit se tenir l'année prochaine du côté de Saint-Pétersbourg. On poursuit pour parler du conflit russo-ukrainien. Zelensky signe un décret rejetant toute négociation avec le président russe. Bien, Volodymyr Zelensky a signé ce mardi 4 octobre 2022 un décret interdisant toute négociation avec son homologue russe Vladimir Poutine. Selon des sources médiatiques telles que le journal britannique The Guardian, le président Zelensky avait déclaré lors d'une réunion avec le Conseil de la Défense et de la Sécurité nationale le 30 septembre dernier que le président Poutine n'a pas de dignité et de crédibilité. Cependant, plus tôt dans la journée, le Conseil de la Fédération de Russie a ratifié à l'unanimité les accords d'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie après l'approbation également unanime de la Chambre basse dans la journée du lundi 3 octobre 2022. Parlons de toute autre chose à présent. Missiles nord-coréens, Washington et Séoul ont mené un exercice de frappe de précision au plus fort des tensions entre Washington et Pyongyang. La Corée du Nord a tiré ce mardi 4 octobre 2022 un missile balistique à portée intermédiaire qui a survolé le Japon, conduisant ainsi Tokyo à activer son système d'alerte et demander aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri. En réponse au tir de Pyongyang, des avions de combat sud-coréens et américains ont mené mardi également des exercices de frappe de précision, a communiqué Séoul, avec le largage de bombes sur une cible virtuelle dans la mer Jaune par 2 avions de combat. La Corée du Nord soutient l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens. Eh bien, c'est encore ce mardi que la Corée du Nord a exprimé son soutien à l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens occupés par ses troupes et dénoncé les démarches auprès de l'ONU initiées contre Moscou par les États-Unis et leurs alliés. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou avait donc annexé 4 régions de l'Ukraine qui ont tenu des référendums organisés par le Kremlin sur, bien sûr, des terres occupées.
On va maintenant en France pour parler du boycott de la diffusion de la Coupe du Monde au Qatar. Paris, Lille, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Marseille, Toulouse, entre autres, et la liste est longue. Ces villes françaises ont décidé de boycotter la diffusion de la Coupe du Monde de football au Qatar, prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Les maires des villes évoquent des raisons humanitaires et environnementales, donc pas de fan zone ni d'écran géant. Ces dernières refusent de promouvoir les rencontres du mondial de football au Qatar. Pour d'autres, au-delà de ces raisons, ils estiment qu'il n'est pas normal de prendre le risque de ce type de dépenses alors que le pays cherche en ce moment à faire des économies pour absorber la hausse du coût de l'énergie. Et puis on va terminer avec ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui est prévu les 13 et 14 octobre du côté du Sénégal. Eh bien, cette information nous est parvenue il y a quelques heures seulement. Le président en exercice de la CEDEAO, également président de la République de Guinée-Bissau, convoque un sommet extraordinaire de l'organisation ouest-africaine les 13 et 14 octobre prochains à Dakar, c'est au Sénégal. Selon les informations, les coups d'État enregistrés ces derniers mois au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ainsi que les actes terroristes perpétrés dans la région seront au centre de cette rencontre. Et voilà donc pour quelques informations géopolitiques. Rapidement, je m'en vais présenter mon panel, ceux-là qui m'accompagnent ce soir dans le cadre de cette émission. Ici à mes côtés, Jonathan Batenguene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Sikendoumbe, bonsoir à tous les Africains qui nous regardent, bonsoir à tous les panafricanistes et tous nos copanélistes qui nous accompagnent. C'est un plaisir, c'est une première à cette émission cadre géopolitique. Oui. Et je salue toute l'équipe For You Media qui travaille pour que cette émission devienne elle également un des programmes cultes du panafricanisme. Je tiens également à adresser ma reconnaissance à vous tous qui m'avez fait confiance et m'avez sollicité dans le cadre de cette émission. Merci, je crois, pouvoir être à la hauteur des échanges. Merci à vous, Jonathan Batenguene. On va justement aller accueillir les autres invités. On va commencer par vous, Monsieur Tapé Gourbera. Vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes enseignant et président du MORAF. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue fraternellement mon frère Jonathan Batenguene. Je salue le docteur Anka que j'ai vu et d'autres certainement qui viendront. Merci à toute la régie qui travaille d'arrache-pied pour que l'émission ait lieu. Merci pour ce moment historique. J'espère, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Jonathan, être aussi à la hauteur de pouvoir aider les Africains et les panafricains à pouvoir démêler cette histoire de la géopolitique qui se présente à nous, afin que nous soyons armés pour pouvoir affronter la suite avec beaucoup de sérénité. Merci à vous, Monsieur Tapé Gourbera. On poursuit la présentation, cette fois-ci avec vous, Souleymane Hamzat. Merci d'être là dans le cadre de cette émission. Vous êtes analyste, précisément aussi expert en stratégie militaire. Bonsoir. Bonsoir, Madame Siké. Bonsoir, mes compagnons. Bonsoir, la galaxie patriotique panafricaine. Aux techniciens qui font un travail titanesque, c'est des gens qu'on oublie souvent, hein, mais il faut le rappeler. Grâce à eux que la galaxie nous regarde. Un bonsoir particulier, n'est-ce pas, au PDG, auquel nous réitérons d'ailleurs nos voeux de santé de diamant, la prospérité, le bonheur, parce qu'il vient de fêter il y a quelques jours, n'est-ce pas, un an de plus. Merci à vous et comme mes prédécesseurs, faisons en sorte que ce débat soit amical, joyeux et surtout qu'il profite au point patriotique dans tous les divers pays où il s'y trouve. Merci à vous, Souleymane Hamzat. Je ne sais pas si le docteur Kanga est déjà avec nous. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ah, est-ce que vous d'accord. m'entendez? Très bien. Alors, Très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Manuela Siké.
Bonsoir Tapé Grobera, bonsoir Hamzat Suleiman, et puis bonsoir à Batengene, Jonathan, et bonsoir en particulier à toute l'équipe technique qui est au front, qui est d'arrache-pied, qui travaille, qu'on ne voit pas, comme j'appelle, ce sont les mains invisibles. Et merci aussi aux fondateurs qui ont permis que cette chaîne voit le jour. Et ça permet aussi d'élargir le spectre de l'africanité pour mieux connaître ce qui secoue l'Afrique, les pensées des Africains, la réflexion africaine, parce que la réflexion africaine, elle existe. Il n'y a pas que le monde occidental qui réfléchit. L'Afrique réfléchit. C'est une réflexion plurielle. Et c'est aussi, ça se déverse dans toute l'Afrique. Donc, je veux remercier justement ces fondateurs. Et je veux aussi remercier le public sans lequel cette chaîne n'a pas de sens. Donc, que toute l'Afrique, j'espère que toute l'Afrique finira par écouter cette chaîne. Et merci aussi à Manuela qui nous accompagne de façon humble et puis de façon féminine aussi. Donc, encore une fois, je souligne que je suis la seule femme, mais j'espère que ma voix féminine va porter et que l'Afrique s'éveillera aussi au masculin comme au féminin. Voilà, merci à vous, Dr Kanga. Merci beaucoup de répondre toujours par l'affirmative lorsque nous vous invitons à prendre part à ce débat. Eh bien, on va commencer, on va ouvrir le débat, on parle de l'actualité au Burkina Faso. On va porter un autre regard sur cette actualité. On a vécu ces derniers jours du côté du Burkina Faso un coup de force. Le lieutenant-colonel Damiba est tombé. Un autre a pris le pouvoir. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, selon les analystes, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de cette guerre, de ce coup de force, il y a une guerre d'influence qui se joue entre la Russie et la France. C'est ce qu'on va essayer de comprendre et peut-être de décrypter. Jonathan Bateguiné, je commence avec vous sur cette question d'août 2020. À ce début d'octobre, l'Afrique de l'Ouest aura enregistré un total de 5 coups d'État, dont on le connaît du côté de Mali 2, Burkina Faso et bien sûr celui qui a renversé le président Alpha Condé du côté de la Guinée. Mais on se demande quel est le rapport aujourd'hui, puisqu'on fait référence, lorsqu'on rappelle tout cela, on parle également de la France, on parle de la Russie. Quel est le lien entre ces deux États? Madame Doumbé-Siké, nous allons dire quelque chose qui va guider notre réflexion dans le cadre de la lecture des coups d'État en général. Oui. Les États néocoloniaux ont un problème de légitimité des dirigeants qui rend fragile toute gouvernance et rend possible le coup d'État comme mécanisme, de réparation, d'alternance politique. Le coup d'État n'est donc pas à lire toujours comme étant une anomalie politique. C'est une donne dans l'État néocolonial. Pourquoi? C'est inévitable. C'est une donne. C'est-à-dire que si la perspective de conquête de pouvoir, dans la théorie classique de la science politique, voulait que l'on envisageât la prise du pouvoir ou bien la conquête du pouvoir par les mécanismes de l'élection, le vote, ou encore par le mécanisme de la révolution dans le cadre des mouvements sociaux, le coup d'État est une modalité nécessaire dans l'État néocolonial. Ce n'est pas une anomalie, c'est une modalité nécessaire. Nous avons expliqué, nous avons dit d'entrée de jeu que pour deux raisons. Il y a la question de la réparation. Parce que le dirigeant, généralement, dans l'État néocolonial, n'est pas légitime. Parce que la nature des rapports néocoloniaux, c'est quoi? Vous avez un individu qui est coopté par les cercles de domination de la puissance régente, et vous avez un peuple qui subit cette double domination. La première, celle de l'État colonisateur, la deuxième, celle du dirigeant qui défend les intérêts de l'État colonisateur et également
ses intérêts privés. Ce qui fait que dans les États néocoloniaux, la police, l'armée, la justice, l'ensemble des éléments de répression de l'État sont utilisés généralement comme des éléments de le patrimoine privé du dirigeant. Mais ces éléments sont actionnés également lorsque les intérêts de la métropole ou bien du colon sont menacés. Donc vous avez une double fonction du coopté néocolonisateur qui est considéré par nous comme un endocolon. Pour accéder au pouvoir, vu que l'élection elle-même n'est qu'un simulacre, un théâtre où vous avez des acteurs qui font compétition, pas sur des bases de scène. Ils font compétition sur la base de ce que chacun souhaiterait être le coopté de demain. Oui. Et la puissance colonisatrice s'arrange simplement à avoir tous ces individus dans la même nasse et à coopter en fonction de l'allégeance ou du niveau d'allégeance de chacun. Voilà le jeu dit démocratique qui est vendu à la néocolonie. Un élément, lorsque vous entrez dans l'élément révolutionnaire, qui est la deuxième modalité qui est admise dans la théorie classique de la science politique, la théorie révolutionnaire veut que un peuple conscient des enjeux de sa révolution s'engagea dans un combat pour inverser le rapport de force. Dans le cas des pays africains, la théorie révolutionnaire trouvait ses limites dans le fait que plusieurs révolutions étaient instrumentalisées par les services spéciaux de l'Occident, des puissances colonisatrices. Donc, un mécanisme d'alternance, de conquête du pouvoir bloqué, vicié, il fallait trouver une autre alternative. Et cette alternative, ce n'est pas les révolutionnaires africains qui l'inventent. C'est encore au sein du jeu néocolonialiste que cela a été mis sur pied. Lorsqu'ils ont senti qu'un individu avait la légitimité interne, on prend le cas de G.Christ Olympio, de Sylvanus Olympio, quand ils sentaient que vous avez la légitimité interne, ils procèdent directement par une élimination physique et une prise du pouvoir par les armes avec un régime militaire qui s'installait. Ils l'ont fait à Sylvanus Olympio. C'était l'un des tout premiers coups d'État sur le continent africain. Et cette modalité s'est avérée être un mécanisme de correction important. Parce que même le colonisateur l'utilise comme mécanisme de correction. En tant que mécanisme de correction, les éléments qu'il met en branle sont beaucoup moins démocratiques que dans la révolution ou dans le cadre de l'élection. Et c'est ce qui fait la spécificité du coup d'État. C'est que généralement, c'est une cellule subversive qui décide d'agir. Dans le cas des coups d'État, nous avons été amenés à distinguer deux types de coups d'État. Les coups d'État salutaires, qui marquent une rupture avec la situation néocoloniale, et les coups d'État dans la continuité néocoloniale. Ça veut dire que le coup d'État perpétré par le lieutenant-colonel Damiba était classé dans la deuxième catégorie. Les coups d'État dans la continuité néocoloniale. C'est des données que nous ne pouvons pas négliger parce que il serait malsain de donner l'impression que nous fassions l'apologie de l'État instable via l'accession au pouvoir par le coup d'État. Mais est-ce que justement ce n'est pas le risque aussi? Le risque n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend les armes
et on met en avant l'argument selon lequel, voilà, on n'a pas, du moins on n'est pas en train de respecter un certain nombre de choses, on met en avant l'échec politique, on prend les armes, on met en avant le panafricanisme et on arrive au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un risque? Madame Doubert, oui. L'argument de mettre en avant, je comprends, oui. C'est-à-dire que ça devient un alibi, oui. Plutôt qu'une raison véritable. Parce qu'on sait que c'est ce que les populations attendent également. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la situation. Je parle bien, au départ, nous avons un problème de légitimité interne. Oui. Le mécanisme de cooptation qui est actif dans les coups d'état de continuité, le mécanisme de cooptation donne essentiellement à un individu une légitimité externe de ce qu'ils appellent la communauté internationale, c'est-à-dire la reconnaissance comme étant le gouvernant de ce pays par les puissances qui manipulent la scène politique locale et qui, par le jeu économique, se gavent des ressources ou pillent les ressources sur le territoire de ce pays-là. Ouais. Donc, ces pays, et ce que le coup d'État de correction, coup d'État de rupture apporte, c'est que au niveau de la légitimité, il y a une inversion. On quitte de la légitimité externe du dirigeant vers une légitimité interne. C'est-à-dire un dirigeant qui désormais est responsable devant son peuple. Or, et c'est ça qui a manqué parce que il faut bien préciser cela avant que de rentrer dans le déroulé. À l'époque de Thomas Sankara, quand le coup d'état de rupture était réalisé, il n'y avait pas un média ou des médias capables de porter la voix des révolutionnaires qui se reconnaissaient dans ce coup d'état. Et il n'y avait pas la possibilité de sensibiliser l'ensemble du peuple sur le bien fondé de cette action. Et il n'y avait pas une véritable communication de masse. C'est ce qui différencie les coups d'état de rupture de cette époque des coups d'état de rupture actuels. Actuellement, les coups d'état de rupture sont beaucoup plus compris et beaucoup mieux acceptés et beaucoup moins confondus au coup d'état de continuité parce qu'il y a des médias de communication de masse qui permettent au peuple d'apprécier. Et les coups d'état de rupture vont favoriser le retour au vécu normal des nations. Parce que quand nous parlons de la légitimité interne, il faut préciser à nos téléspectateurs que lorsque les États-Unis se targuent d'avoir une démocratie très avancée, c'est essentiellement parce qu'ils entendent, nous n'avons pas dit que c'est le cas, ils entendent par là que la légitimité de leur peuple, de leurs dirigeants, émane de l'adhésion populaire du peuple américain. Merci à vous, Jonathan Bateguene, pour ce premier jet. Je poursuis avec vous, Souleymane Hamzat. Alors, après le Mali, on a vu également dans les rues du Burkina Faso les populations brandir des drapeaux russes. C'était bien sûr le week-end dernier à l'occasion de ce coup de force, parallèlement avec des slogans anti-français qui ont été présentés et bien sûr aussi avancés. Quel lien existe-t-il pour vous entre ces deux événements? D'un côté, on a un coup d'État entre militaires, du moins oui, parce qu'il y avait un militaire, d'autres militaires au pouvoir, qui concerne les Burkinabés, mais de l'autre côté, dans le cadre de la même action, la même activité, on voit quand même des drapeaux anti-français, l'appel à la Russie. Comment est-ce que vous interprétez cela? Depuis quelques jours, nous constatons qu'au niveau du Burkina, il y a eu un changement. Mais le changement qui est intervenu au Burkina, n'est-ce pas, fait appel à un préalable. Et le capitaine, si vous écoutez bien le capitaine et tout ce qu'il dit depuis quelques jours, c'est qu'il a rencontré par 2, 3, 4 fois le président Damiba pour le rappeler, n'est-ce pas, aux fondamentaux qui visaient, n'est-ce pas, leur action au début. Et je voudrais là rappeler à nos téléspectateurs que le capitaine Traoré était celui-là qui a bel et bien fait le premier coup d'État. Le premier qui a apporté
n'est-ce pas, au pouvoir le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba. Faute de ne pas pouvoir respecter, n'est-ce pas, le calendrier qui s'était fixé, et vu les multiples raisons, n'est-ce pas, liées d'une part au terrorisme et d'autre part à tous les déboires que subissait l'armée burkinabé, il a été obligé de prendre de nouveau ses responsabilités et de débarquer le président du FASO, l'ancien président du FASO, M. Damiba. Donc, ceci étant, il faut aller constater là qu'il y avait non seulement une ligne directionnelle militaire, mais d'autre part une ligne directionnelle qui était aussi politique, et une troisième enfin qui venait dans la feuille de route par les deux partis. Allons constater d'abord sur le plan politique que la dénomination de ceux qui viennent au pouvoir n'a pas changé. C'est toujours le MPSR. Le même MPSR qui existait, n'est-ce pas, du temps de Damiba. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan maintenant, n'est-ce pas, de la voie qui était prédéfinie, elle était celle-là, n'est-ce pas, de faire appel à d'autres puissances, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre ce qu'on peut appeler le terrorisme, qui est en réalité le grand banditisme, le mercenariat. Ma foi, il va falloir que les jours à venir, qu'on mette un peu au placard, n'est-ce pas, les histoires de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme dans notre Sahel, il y a juste certaines puissances et certaines multinationales, de par les moyens colossaux qu'ils ont, arment quelques délinquants qui foutent le bordel dans le Sahel. Et il va falloir trouver les voies et moyens pour mettre fin à ça. Et en troisième position, en fait, la ligne directionnelle qu'ils ont choisie, cette feuille de route-là qui était préétablie, qui visait, n'est-ce pas, à créer, je veux dire, un appareil sécuritaire qui puisse permettre de reconquérir, un tant soit peu les zones dont les populations étaient carrément chassées. Mais il savait que le colonel Henri Sandaogo Damiba s'est découvert une nouvelle passion. La passion du champagne, des voyages, du costume et de la fréquentation des gens qui sont nuisibles, n'est-ce pas, au peuple, à la tranquillité du peuple burkinabé. Et ce faisant, ben, écoutez, dans ce cadre-là, je pense, et je suis d'avis avec le capitaine Traoré, que si moi-même, Souleymane Hamzat, en tant qu'ancien soldat, j'étais dans cette dynamique, je pense que j'aurais débarqué ce président. Je l'aurais débarqué parce que nous avions eu un accord préalable qui n'a pas été respecté. Et malgré les multiples appels, n'est-ce pas, à la considération de cette feuille de route, ben, monsieur avait le temps de prendre des jets privés, d'aller dans tous les sens et d'ailleurs, d'aller même s'acoquiner avec d'autres au niveau des États-Unis. Le deuxième point essentiel de votre question, pourquoi des drapeaux russes? Ben, des drapeaux russes parce que cela répond tout naturellement, n'est-ce pas, aux aspirations du peuple burkinabé qui, du coin de l'œil, voit ce qui se passe du côté du Mali. Et quand vous allez au Mali, mieux, un peu plus loin, allons du côté de la République de Centrafrique, on se rend compte que, de par les actions de la Russie, des actions fortes, concrètes et visibles sur le terrain, le Centrafrique a recouvert, n'est-ce pas, son territoire environ, je ne vais pas exagérer, mais environ à 85 à 90%, n'est-ce pas, de sa souveraineté. D'autre part, quand vous venez du côté du Mali, vous verrez que les attaques terroristes ont cessé, mais de manière considérable. Même s'il y a dans quelques encablures, n'est-ce pas, du désert, quelques brebis galeuses qui continuent de vouloir perpétrer, n'est-ce pas, cette science-là qui leur a été léguée par le colon, ben, il faut constater aujourd'hui que le Mali a fait des prouesses et partant, vu et constaté par les populations qui ne sont seulement pas burkinabés, mais celles de toute la sous-région, partant de Dakar jusqu'au niveau du Nigeria, mais tout le monde fait appel aux Russes. Du fait que le bilan, n'est-ce pas, des forces que nous avons connues, Barkhane, d'abord, avant ça, il y avait Serval,
Barkhane et ensuite Takuba ont été un échec cuisant et sanglant. Un échec cuisant à tout point de vue. Ce bilan n'a pas permis, n'est-ce pas, à toutes ces puissances-là qui s'étaient mis ensemble parce qu'il y avait le gâteau au Mali à partager, s'étaient mis ensemble pour créer à la fin, n'est-ce pas, cette force-là qu'on appelle Takuba. Mais retournez un peu quelques mois en arrière. Vous allez voir que sous l'instruction du feu maréchal Idriss Déby Itno, il a été créé, n'est-ce pas, le G5 Sahel, qui n'est pas une création de la France, mais qui est une initiative du maréchal Idriss Déby Itno. Et ce faisant, on constate que la France a tout fait pour torpiller, n'est-ce pas, ce G5. Le Mali s'en est retiré parce que les pressions qui sont venues ne lui permettaient pas, n'est-ce pas, de prendre la présidence. Vous voyez de l'autre côté le président Bazoum qui dit que le G5 Sahel il est mort. Donc le G5 Sahel, au lendemain de l'assassinat du président Idriss Déby Itno, n'est resté que net mort. Enfin, je chuterai en apportant, n'est-ce pas, un éclaircissement sur le coup d'État, n'est-ce pas, comme l'a dit mon prédécesseur de Damiba. Le coup d'État de Damiba, contrairement à ce que moi je pense, n'est pas un coup d'État colonial. C'est l'intéressé qui a un mental colonial. Et vous constaterez que du fait que le MPSR continue sur la même ligne tracée du temps de Damiba, cela m'amène à dire que celui qui est colonial dans tout ça, c'est l'individu et non le coup d'État qui a été perpétré, parce que faire un coup d'État répond à un certain nombre de prérogatives et de moyens, surtout d'hommes. Donc, c'est vous dire en conclusion que la communication des masses dont il parlait aussi, moi, à ma foi, elle existait depuis. Hein. Elle existait. J'ai connu le coup d'État de 72 avec le général Mathieu Kérékou. Nous avons tous assisté à plusieurs coups d'État sur le continent africain. Elles ont toujours, ces coups d'État ont été toujours applaudis au lendemain. Maintenant, reste à voir par la suite comment ceux-là qui sont les meneurs gèrent l'État. Est-ce qu'ils ont vraiment les compétences requises, n'est-ce pas, pour gérer la cité? Ça, c'est un autre problème. Mais j'estime pour ma part, en tant qu'ancien officier dans les CRAP, que quand vous faites une action de ce genre, c'est parce que d'abord, un, elle est bien préparée. Deux, vous avez les moyens de cette action. Trois, vous avez les hommes qu'il faut pour diriger après. Et quatre, vous avez une ligne directionnelle. Vous savez là où vous allez. Donc le choix de la Russie par les populations répond, n'est-ce pas, aux aspirations du MPSR, du capitaine Traoré Ibrahim. Donc pour moi, il n'y a pas match, Le capitaine est dans sa droite ligne avec ses confrères, mais nous lui rappelons, c'est l'occasion pour moi ici de lui rappeler vraiment de veiller à la libération, et je pense avoir eu des nouvelles que c'est en cours à la libération du lieutenant-colonel Zungrana, qui, ma foi, reste un sankariste à tout point de vue, à tout égard. Donc il pourrait toujours apporter, n'est-ce pas, son concours à ce mouvement-là, qui n'est pas un mouvement des capitaines que nous voyons à la télé, mais qui est avant tout un mouvement du peuple burkinabé qui en a marre et qui veut que non seulement la sécurité lui revienne, mais l'intégrité de son territoire soit recouverte. Voilà mon avis sur la question. Merci à vous, Souleymane Hamzat. On va aller prendre cette fois-ci le docteur Kanga. Le temps pour Monsieur Tapé de bien se positionner, bien positionner votre caméra, Tapé Goubera. Docteur Kanga, je vous retrouve donc. On a vu ces images qui nous ont bien sûr rappelé celles du Mali, entre autres. L'armée française a d'ailleurs, pour rappel, a quitté le territoire malien pour laisser la place à d'autres militaires, pour ne pas parler des instructeurs russes. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, docteur Kanga, fait intervenir ces deux forces dans ce coup d'État du côté de Burkina Faso? Alors, est-ce que vous pouvez reprendre, parce qu'avec le bruit, je n'ai pas bien entendu. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, la présence ou alors l'intervention ou l'appel de ces deux forces, c'est-à-dire françaises, mais aussi russes, alors qu'on parle d'un coup d'État du côté du Burkina Faso, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer l'intérêt de ces deux pays?
Alors, bon, pour la France, c'est évident. Il apparaît que la France pense que les territoires africains sont sa part de gâteau. D'ailleurs, il y a un sénateur, je crois, un élu, de toute façon, qui disait que l'avenir de la France, l'avenir du monde se trouve au Sahel. Donc, il est question de leur liberté et que perdre justement le Sahel, c'est perdre la liberté. Regardez déjà le discours appropriateur de cet élu français. Au lieu de se préoccuper du sous-sol français, il lorgne sur les terres africaines et notamment au Sahel, parce que la zone des trois frontières regorge de matières premières à en faire pâlir plus d'un Européen. Donc, évidemment, la France est très intéressée parce que on sait très bien que la France, ses sous-sols sont... la France n'a pas beaucoup de matières premières, je dirais même très peu, pour ne pas dire rien. Et donc, elle lorgne bien évidemment sur le Burkina, elle lorgne sur le Mali. Bien, mal lui en a pris d'avoir laissé le Mali s'échapper. Pourtant, le Mali n'avait pas forcément, peut-être dans un premier temps, n'avait pas forcément envie de rompre les liens, mais la condescendance du dirigeant français a fait qu'il a tranché, il est parti du côté de la Russie. Bien lui en a pris d'ailleurs, bien en a pris aux dirigeants, aux autorités maliennes de s'être adressés à la Russie, parce qu'on voit très bien les rapports de force. Quand 9 années de présence de Barkhane, de présence française de Serval à Barkhane, ça n'a donné aucun résultat. Et sinon, au pire, le terrorisme entre griffes, terrorisme fabriqué, ce sont des criminels que la puissance étrangère qui ne veut pas lâcher le Mali fabrique, arme, et puis les jette, les déploie au Mali en leur donnant les informations, en survolant, en violant l'espace, l'intégrité territoriale du Mali pour donner les informations aux terroristes, aux fameux terroristes. Donc je pense que la France, elle ferait mieux de se préoccuper de ce qui se passe en France, parce qu'il y a beaucoup à faire. Le Covid a fait beaucoup de tort en France, donc elle ferait mieux, enfin l'autorité française, c'est-à-dire Macron, donc Vulcain, ferait mieux de se soucier de ce qui se passe en France. Et que de gérer les problèmes de retraite, de gérer les problèmes de gilets jaunes, et puis de laisser les Maliens gérer librement leur territoire. Parce que les Maliens sont suffisamment lettrés, sont suffisamment sages pour savoir gérer. Donc, bien évidemment, le Mali a vu du côté de la Russie, parce qu'en 9 années de présence de la France, il y a eu beaucoup plus de morts maliens que de résultats positifs. Donc, le Mali s'est adressé à la Russie en tenant compte des résultats aussi, pas seulement des résultats en Centrafrique, mais lorsque la Russie est en collaboration, notamment militaire, c'est-à-dire signe des accords militaires avec les pays, il progresse. L'Algérie, le cas de l'Algérie est assez intéressant, le cas de l'Angola est aussi intéressant. Donc, les gens ne sont pas les Africains ne sont pas bêtes pour voir qu'en 9 années avec la France, ça n'a rien produit, et qu'en si peu de temps, le Mali a commencé, les FAMA ont commencé à progresser de façon incroyable, à être opérationnels, à la différence du temps où les FAMA étaient chapeautés, on dira, chapeautés par la France. Donc aujourd'hui, avec la Russie, en si peu de temps, les résultats sont fulgurants. Donc, bien évidemment, les Africains ne sont pas les derniers des idiots, ils ne sont pas idiots. Donc, ils voient bien la différence entre le partenariat avec la France et le partenariat avec la Russie. Le partenariat avec la Russie, en très peu de temps, l'armée est opérationnelle. Qui ne voudrait pas travailler avec un pays qui, lorsqu'il est en notre présence, les résultats sont aussitôt nets.
Qui ne voudrait pas, donc la Russie bien évidemment, qui penserait que l'Afrique va se contenter de rester avec un partenaire qui ne donne aucun résultat positif. Les Ivoiriens disent, d'ailleurs, je vais reprendre pour ma part une citation des Ivoiriens qui dit ceci: on ne dure pas dans un mauvais rêve. Le mauvais rêve, c'est de rester 9 années avec la France et d'avoir des soldats et des civils maliens qui tombaient comme des mouches, et travailler avec les militaires, les Russes, donc les instructeurs russes, et avoir de plus en plus de conquête du territoire. Parce que, il faut le rappeler, la conquête du territoire malien, les FAMA progressent, comme les FACA ont progressé en Centrafrique. Donc, pourquoi les Africains bouderaient leur plaisir de cheminer avec la Russie? Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux cheminer avec la Russie, qui apporte à l'Afrique des résultats concluants aussi rapidement qu'avec la France, qui, au lieu de nous envoyer du matériel sophistiqué, nous envoie ses vieux matériels. La France se paie notre tête, se paie la tête des dirigeants français, des dirigeants africains. Donc, alors que la Russie, quand elle s'occupe, quand il y a un partenariat avec la Russie, elle nous envoie les matériels de pointe. Donc, le choix est très clair. La Russie, bien évidemment. Docteur Kanga, Tapé Grobera, alors une image qui met donc en exergue la bataille qui se joue en partie du côté du Burkina Faso. On nous a présenté bien sûr ce coup d'État, ce coup de force, les co-panélistes sont revenus là-dessus pour peut-être expliquer ce qui s'est réellement passé. À côté de cela, on parle de Paris, on parle de Moscou. C'est un tableau que l'on voit qui s'explique justement, si on s'en tient par exemple au dernier à l'analyse du docteur Kanga. Le Burkina Faso, en tout cas la population, semble pencher pour la Russie. Manuel Asiké, je salue mes prédécesseurs. Bon, je voudrais, si vous permettez, dire que vous avez une chaîne très sérieuse, et comme il y a beaucoup de personnes qui regardent, nous devons chaque fois utiliser les éléments pédagogiques pour pouvoir permettre aux gens de comprendre une situation lorsqu'elle intervient. Ici, mes prédécesseurs ont fait un grand développement, je ne reviendrai pas dessus, je vais quand même faire un petit ajout sur ce qui est dit, parce que d'abord, par rapport au narratif de la France qui est là, c'est-à-dire qui est le maillon, je veux dire, occupant de cette situation, ils ont un narratif qui est basé sur 2 axes, c'est-à-dire un narratif sans contexte. On veut nous faire croire que, bon, c'est un coup d'État d'un autre militaire encore qui sont mis d'accord, l'autre ce ne sont pas d'accord, un peu comme une histoire de butin. C'est ce qu'on veut présenter le capitaine Issas Traoré. Et en fait, deuxième élément, bon, ils se sont fait ce qui est la préoccupation, c'est un sentiment anti-français. Mais non, non et non. Il faut véritablement que nous mettons les choses dans leur contexte. Parce que en parlant aujourd'hui du coup d'État, ils disent que c'est Moscou ou, comment dirais-je, Paris, c'est, excusez-moi l'expression, c'est infantiliser les Burkinabés, c'est infantiliser les Africains, donnant l'impression que nous sommes mus par un instinct de groupe, un instinct primaire, et que véritablement nous sommes à une question de mode. Parce que c'est ça aussi ce que la France veut propager à travers ce qu'a dit Macron quand il a dit qu'il faut avoir un autre narratif. Donc, je voudrais donc, prenons l'élément contextuel. Pour prendre le cas, par exemple, du Burkina Faso. On oublie que le président Thomas Sankara, Isidore Thomas Sankara, c'est vrai, il est resté au pouvoir pas longtemps, pendant 4 ans au maximum, mais il a implémenté le panafricanisme, la lutte contre l'impérialisme. Donc, ça fait que les Burkinabés sont des peuples qui ont été imprégnés. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à sa mort tragique que nous avons connue, il y a eu un système despotique qui s'est installé avec une forme de violence qui n'a pas fait disparaître ce que j'appelle le sentiment, je vais dire, qu'on pourrait appeler révolutionnaire des Burkinabés,
panafricain des Burkinabés, ça n'a pas disparu pour autant. Parce qu'en face, il y avait un régime autoritaire, celui de Blaise Compaoré, qui a régné pendant 27 ans. Mais lorsque la situation a pu le permettre, on oublie que le 31 octobre 2014, c'est le vaillant peuple du Burkina Faso qui a chassé Blaise Compaoré après 27 ans, après qu'il ait subi pendant 27 ans. En ce moment-là, on ne parlait pas de Moscou, on ne parlait pas de Paris. Vous voyez? Donc, il y a cet élément contextuel. Et quelqu'un que les populations ont vomi, qui a commis des crimes, qui est venu à sa rescousse. Je vais vous lire M. François Hollande, qui était président. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Il dit, cette exfiltration, nous ne l'avons pas fait nous-mêmes, mais nous avons fait en sorte qu'elle puisse se faire sans drame. Donc c'est François Hollande, à l'époque président français, qui a affrété un hélicoptère pour que M. Blaise Compaoré et tous les tueurs qui étaient avec lui puissent sortir du Burkina Faso sans qu'il y ait des comptes à rendre. Ça, n'importe quel Burkinabé qui à l'époque avait 10 ans l'a su. Donc c'est resté dans un petit coin de sa tête. Ensuite, ils ont demandé la mort de Thomas Sankara parce que ça restait un peu ce qu'on pourrait dire, ici je prends les expressions populaires, c'est resté sur le cœur des Burkinabés en particulier et des Africains en général. Puisque le certificat de décès du président Thomas Sankara, on a dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Quand nous demandons alors s'il est mort d'une mort naturelle, où se trouve son corps, on est incapable de nous montrer. Où se trouve sa tombe, on est incapable de nous montrer. Et donc, lorsque le vaillant peuple du Burkina Faso chasse ce dictateur, alors, et qu'on voit encore que ce dictateur est aidé par la France, vous voyez, ça fait un double coup que porte la France aux populations burkinabées. Donc, ce qui fait que les populations ont gardé ça dans leur coin, dans un coin de la tête, comme je le disais. Et quand M. Macron arrive de manière démagogique, il dit, bon, puisque les gens lui demandent le déclassement, quand il se trouve au Burkina et qu'il avait fait cette petite comédie devant M. Roch Kaboré, il dit qu'il allait déclassifier les documents. Donc on a déclassifié 2 lots qui permettent de voir les implications internes, mais les implications externes, le 3e lot, jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas nous qui le disons, c'est le maître Prosper Farama qui dit que c'est vrai qu'il y a eu ce 2 lots-là, mais le 3e lot est important, il permettait d'identifier aussi les acteurs externes, à savoir la France et la Côte d'Ivoire. Malheureusement, cela n'a pas été fait. À cela, parce qu'on n'oublie pas que tout individu normal a 2 préoccupations. Je dis bien 2 préoccupations. Sa sécurité alimentaire et sa sécurité physique. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, depuis la situation, parce que les gens veulent nous distraire, j'ai écouté souvent une émission où on disait que le Mali n'est pas frontalier de la Libye, comme si les voyous à qui on a remis des armes pour attaquer le régime de Kadhafi, si ces gens en sont restés forcément sur place. Donc les gens, ils ont constitué un kyste au sein de l'Afrique parce qu'on leur a remis des armes que même les armées africaines n'avaient pas. Et comme ce sont des voyous, ils se sont installés là. Et comme ce sont eux qui permettent à ces puissances impérialistes, dans un contexte bien précis, de servir d'épée de Damoclès sur un certain nombre de chefs d'État. Donc, les gens les utilisent pour qu'on puisse signer des contrats léonins pour pouvoir permettre à ce que des puissances occidentales puissent gruger les populations. Tout à l'heure, le docteur Kangal a dit, pendant plus de 9 mois, que le Barkhane et tout ça, enfin, nous avons vu de ces forces, pourtant disposant des moyens colossaux. Quand vous les regardez, les moyens sont énormes, rien n'a été fait. Et donc, dans ce contexte, donc, on voit une dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso qui est alarmante. Et c'est ça qui a été la motivation première par rapport aux déclarations de M. Daniba lorsqu'il arrive au pouvoir. Mais M. Daniba qui arrive au pouvoir parce que parlant de la sécurité des populations burkinabées, il va laisser préoccupation. Par exemple, nous avons 8 G dernier où M. Daniba a invité M. Blaise Compaoré
qui, je le dis, dans le cœur des Burkinabés, c'est comme un autre poids. Il a été escorté par un avion présidentiel de l'État de Côte d'Ivoire déposé. Il est venu faire son show, il est retourné et 2 jours après, il a envoyé une lettre pour insulter encore, parce que c'est une insulte à l'endroit du vaillant peuple burkinabé. Donc tout cela, on a vu que ce sont à la fois la France elle-même qui agit, ou bien elle fait agir ses laquais, dont M. Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Donc, tous ces différents éléments, ce n'est pas une question de sentiment anti-français de manière spontanée ou bien inopinée, mais c'était, je vais dire, un ensemble d'éléments qui, conjugués, permettent aux Français, aux Burkinabés de dire, mais tout compte fait, ces gens-là ne sont pas là pour eux. Et si nous prenons le capitaine Traoré, lui, c'est un capitaine, il est sur le terrain. Parce que je vous ai dit que la question de la sécurité est une question importante pour toute personne de 2 ordres, sécurité alimentaire, sécurité physique. On se rend compte qu'une bonne partie de la population, parce que près de 40% de la population du territoire burkinabé est dans la main des voyous, que les gens appellent terroristes. Enfin, et pourtant, il y a des forces américaines, françaises qui sont là et qui ne peuvent pas, non seulement qui ne veulent pas aider le Burkina Faso. Je rappelle que déjà en moins de 6 mois, l'Ukraine a eu des armes que pendant plus de je ne sais pas combien d'années, les Africains n'ont plus jamais avoir, en 6 mois. Pourtant, nous sommes convaincus que, en termes de force, l'Ukraine réellement ne pourra jamais battre la Russie. Mais ils sont convaincus. Je ne sais pas si c'est parce que ce sont des Européens, ils ont la même couleur de peau, mais on leur donne des armes. Par contre, lorsqu'il s'agit des États africains, on impose des embargos, ce qui est quand même assez contradictoire. On ne le fait pas. Donc, vous comprenez que, dans ce contexte, les peuples burkinabés ne pouvaient plus faire confiance à celui-là. Voilà. Donc, quand on nous dit, il y a un proverbe qui est bien de chez nous qui dit que lorsque nous voulons éteindre le feu, on n'a pas besoin de l'eau potable. Dans l'immédiat, les Burkinabés et les Africains ont besoin d'éteindre le danger qui nous guette. C'est-à-dire la question de sécurité de notre territoire. Ce n'est que ça qui est la préoccupation première. Parce que si vous avez des voyous qui sont armés, parce que c'est des gens qui ont des pick-up, qui ont des kalachnikovs, aucun pays, je rappelle, aucun pays africain ne fabrique des armes. Comment se fait-il que ces gens-là puissent renouveler leurs munitions, puissent renouveler leurs armes? Les armes sont achetées par les États. Quel État réussit à leur donner des armes? Ils n'attaquent pas même pas, puisque nos États sont démunis, ils ne vont pas même pas dire que c'est à nos États qu'ils vont récupérer sur les, comment on appelle, les armeries de nos États, qu'ils attaqueraient, qu'ils vont comment on appelle, avoir les armes, puisqu'ils ne font qu'attaquer des populations civiles. Donc c'est dans ce contexte que le capitaine Traoré, qui est sur le terrain, voit les populations. Il a dit dans une interview que j'ai écoutée, voit qu'il y a des régions où il n'y a même plus d'arbres, où il n'y a même plus de feuilles, parce que les populations sont obligées de manger vraiment des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc voilà tous ces différents contextes qui pourraient expliquer. Il y a une véritable divergence dans les actions. Donc ne résumons pas, comme certains veulent le présenter en disant que c'était une question de sentiment anti-français, il a fait le combat, maintenant ils ne sont pas contents, peut-être qu'ils voient l'autre qui s'embourgeoise, il vient pour l'embourgeoisement. Non, n'oublions pas qu'il y a un processus qui a permis, par exemple, au peuple burkinabé d'arriver là. Et ce n'est pas le seul peuple, il y a aussi le peuple, comment on appelle, malien, qui a fait un processus. Si les élections étaient la panacée, mais le Mali serait l'un des pays les plus prospères aujourd'hui, alors que ce n'est pas ça. Pourquoi les Maliens fuient leur pays? Et tout à l'heure, mon frère Jonathan Bandeguele, c'est par là, je vais terminer, a parlé de coup d'État. Aujourd'hui, les Français veulent donner des leçons, mais est-ce qu'ils connaissent eux-mêmes leur propre histoire? On parle tous du général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a été élu une seule fois en décembre 1965. Je reprends. Le général de Gaulle n'a été élu une seule fois en décembre 1965. Avant ça, le général de Gaulle n'a jamais été élu. Quand il arrive en 1944, il n'était pas... c'était à la fin de la guerre. Et en 1946, il part en voulant dire aux gens, voilà, si vous ne votez pas la loi, je m'en vais. Et c'est comme ça il part. Mais le 13 mai 1958, quand le général de Gaulle, c'est la suite d'un coup d'État qui a été perpétré par ces gens depuis l'Algérie, qui ont pris la Corse. C'est comme ça le général de Gaulle dit, si vous ne prenez pas, il dit au président Coty, si vous ne voulez pas qu'il y ait la chienne liée sur ma expression, il faut que vous me nommez. Et c'est comme ça. Le général de Gaulle, c'est lui qui va créer les institutions. Aujourd'hui, les Français rêvent de lui. Mais ce coup d'État-là, aujourd'hui, on n'en parle pas. L'Allemagne,
dont on parle, dont la première république, c'est la république de Weimar de 1919. Mais il y a eu le coup d'État de Knapp, du 13 juillet 1920. Donc je veux dire, qui peut-être a permis à un moment donné de faire avancer l'Allemagne dans un processus. Donc, donner l'impression que les Africains, parce que, ou bien les militaires africains sont ceux-là même qui sont, je veux dire, dans une idée véhémente et dont l'objectif c'est de faire des coups d'État, c'est vraiment mal placé. Il faut prendre les éléments dans leur contexte. C'était ces différents éléments que je voulais évoquer pour ajouter à ce qu'avaient dit mes prédécesseurs. Merci à vous, Tapé Groubera. On va refaire rapidement le tour pour sortir et aborder. On reviendra vers vous pour essayer d'équilibrer le temps de parole. On reviendra vers vous pour parler, pour ouvrir la thématique concernant la Russie. Mais avant, rapidement, en une minute, Jonathan Batenguene. Alors, est-ce qu'il est possible d'assister aujourd'hui à la naissance d'un front Guinée, Mali, Burkina Faso? On a l'impression quand même, lorsqu'on regarde aujourd'hui le rapprochement entre le Mali et la Guinée, on a l'impression que les deux pays de plus en plus essayent de former ce que beaucoup d'Africains souhaitent d'ailleurs, ce front-là, peut-être qu'il pourrait faire face aux États occidentaux néocoloniaux. Mais est-ce que le Burkina Faso pourrait également constituer ce cadre-là? Il y a un cadre que nous avons essayé de baliser, c'est un cadre de rupture. C'est le dénominateur commun de tout ce que vous avez désormais dans cette région avec ces pays-là. Vous avez une rupture qui a été réalisée par les Maliens, qui ont réussi à redonner la légitimité interne à leur gouvernement. Oui. Vous avez une rupture qui a été réalisée par le pouvoir de Guinée-Conakry. Et là, il faut reconnaître que à ce niveau, il faut travailler sur les éléments de réconciliation avec la légitimité interne. Il y a un gros travail à battre au niveau de la Guinée-Conakry. Et il y a un travail de rupture qui a été réalisé. La Guinée-Conakry rappelle un peu la situation de Thomas Sankara. Oui. C'est-à-dire un gouvernement qui réussit sa rupture et qui est peut-être en avance sur beaucoup dans le peuple. Et vous avez la rupture au niveau du Burkina qui ressemble pour beaucoup à celle du Mali. C'est le dénominateur commun. Oui. On a donc des gouvernements qui sont clairement dans l'axe de la rupture néocolonialiste, qui veulent orienter les choses différemment, veulent désormais transformer leur pays par leur propre mécanisme, ont pour dénominateur commun le respect de la souveraineté et ont un problème commun, la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de la rupture, vous verrez que ces pays vont adopter une politique différente en matière de lutte antiterroriste, qui sera, elle également, opposée à celle des néocolonies qui sont autour. Comme vous le dites, on est en train d'entrer dans une phase d'affrontement, qui ne sera pas seulement un affrontement idéologique. Parce que la vision simpliste qui est vendue à quelques Africains qui aiment porter, qui aiment répéter du prêt-à-porter, c'est que il y aurait la Russie contre la France en Afrique. Oui. Non. Il faut rectifier cette perception. Il y a les Africains émancipationnistes, les Africains progressistes, les Africains souverainistes, qui sont en train de prendre possession de leur pays et prendre le contrôle de leur histoire à partir du pouvoir exécutif. Et il y a de l'autre côté des Africains néocolonisés, des endocolons qui veulent perpétuer la relation pipée avec les anciens colons. Voilà l'affrontement qui est en train de se dessiner. Sauf que la présence de la Russie tient à un élément. Les souverainistes auront besoin d'un allié militaire pertinent, un allié économique pertinent. C'est en cela que l'axe sino-russe devient un axe stratégique pour les souverainistes. Les souverainistes ne peuvent pas s'attacher à ceux qui permettent aux endocolons de les combattre. Ils ont besoin d'un axe concurrent qui peut leur permettre davantage d'accomplir leur noble mission. C'est en cela que nous assistons à un rapprochement des souverainistes africains à l'axe sino-russe
mais pas seulement, de tout l'axe des BRICS. Ouais. Parce que les souverainistes ne regardent pas la Russie comme étant le sauveur ultime de l'Afrique. Les souverainistes sont d'abord multilatéralistes. C'est-à-dire que nous ouvrons la porte à plusieurs partenariats. Je tiens à rappeler que, à l'instant où nous parlons, l'État malien coopère avec les États-Unis dans le cadre de ses politiques agricoles. Donc nous sommes dans une coopération multilatéraliste. C'est beaucoup plus complexe que la vision étriquée et simpliste qui est vendue aux Africains. Les souverainistes veulent ouvrir leur pays à une coopération gagnant-gagnant et dans le strict respect de la souveraineté des États africains. Merci à vous, Jonathan Batenguene. En une minute également, Souleymane Hamzat. Alors, on le comprend, du moins on l'a compris après cet échange. On fait comme face à une sorte de manipulation pour parler de guerre d'influence entre la Russie et la France, ce qui ne serait peut-être pas le cas. Et effectivement, on essaye de mettre de côté l'aspiration même des peuples africains. Ce qu'on comprend également, Souleymane Hamzat, c'est que la souveraineté de l'Afrique ne se fera pas forcément, ne se fera en tout cas ni avec la Russie, ni avec la France, mais avec les Africains eux-mêmes. Oui, c'est notre souhait défectible, n'est-ce pas, de voir les Africains faire par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Je crois que l'initiative a été donnée par quelqu'un qui malheureusement n'est plus de ce monde. Je vous ai rappelé dans mon développement précédent, n'est-ce pas, les prouesses du maréchal du Tchad, qui non seulement a pris sur lui, avec ses propres moyens, d'aller d'abord à Kidal, au début de ce qu'on pouvait appeler les frappes terroristes sur le Mali. Il a fait de lui-même, il n'y avait ni l'ONU, ni personne qui lui donnait les moyens. Il a fait sur la base des moyens tchadiens. Et de deux, le voilà encore qui réitère, qui va à Bouna avec une équipe pour nettoyer Boko Haram jusqu'à 120 km, n'est-ce pas, au-delà des frontières nigérianes. Donc, vous voyez, les Africains ont de l'initiative. Je pensais tant soit peu que l'initiative, n'est-ce pas, échappe aux Africains, mais j'ai été surpris de constater que nous sommes dans une génération où les gens réfléchissent mieux que par le passé. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent quelle direction prendre et les moyens qu'il faut avec. Donc, je pense qu'on peut, n'est-ce pas, imprimer à cette Afrique nouvelle-là, n'est-ce pas, une nouvelle voie, une nouvelle méthodologie de travail qui puisse nous permettre de renaître de nos cendres. Mais cela ne pourra se faire qu'à deux conditions. La première, c'est qu'il faut vraiment de véritables patriotes. Et la seconde, c'est que quelque part, nous avons un gros problème en interne, ce sont les endocolons. Et il va falloir les combattre. Déjà, moi j'ai toujours appelé, n'est-ce pas, à la cessation de la formation de nos officiers. Je veux parler sur le plan militaire, hein, de nos officiers dans les écoles occidentales, parce qu'ils sont formatés, ils sont formatés, coagulés pour répondre, n'est-ce pas, au dictat de l'Occident. Allez voir d'ailleurs, du côté du Burkina, là, vous constatez que on parle d'une frange de généraux saint-syriens, des gens qui ont été formés en France, là, qui remettent en cause l'âge du capitaine Traoré. Soit disant, il est jeune. Mais ils oublient qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Et surtout que le pouvoir, il est d'essence divine. C'est Dieu qui vous place là-bas. S'il était permis à tout le monde d'y être, je pense que vous et moi, là, on serait les premiers à courir dans ce fauteuil. Donc, c'est Dieu qui vous place là-bas. Et j'estime, pour ma part, qu'il ne sert à rien de s'agiter, n'est-ce pas, d'aller dans tous les sens. Et enfin, pour chuter, je dirais que les aspirations du peuple burkinabé aujourd'hui, c'est d'aller vers une puissance qui donne les moyens à son État d'éradiquer le terrorisme. Et l'exemple est là. Elle a dit, Dr Kanga tout à l'heure, qu'on a mis 9 ans ailleurs au Mali là, à traîner, à empirer le phénomène. J'ai même une statistique que je viens de collecter ce soir sur l'évolution graduelle par année de l'ampleur qu'a pris, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent le terrorisme, mais qui en réalité est un phénomène du grand banditisme.
C'est-à-dire une équipe qu'on met sur un terrain qui couvre une certaine zone pour permettre l'extraction de l'or ou d'autres minéraux dont ils ont besoin, qui rapportent, qui rapatrie chez eux sans rien payer à l'État en question. Et bon, quelques dividendes pour ces délinquants-là qui n'arrêtent pas de trouver le sommeil de nos populations. Donc voilà ce que moi je pourrais vous dire en demandant au peuple burkinabé de rester debout. La collaboration entre les trois États, pour moi, Guinée, Mali et Burkina, est souhaitable. Je pense qu'ils iront dans ce sens. Et vous voyez déjà au niveau des deux armées maliennes et guinéennes, il y a des échanges d'hommes. Tantôt c'est la Guinée qui envoie du personnel, tantôt c'est le Mali qui envoie du personnel. Et c'est à saluer. Je pense qu'on va vers la création d'une véritable armée sous-régionale, auquel d'ailleurs je demande au capitaine Traoré d'y adhérer très vite. Maintenant, ceux qui nous traitent de rusophones et machin, tout ça là, il faut bien être d'un bord. Hein. Eux, ils étaient d'un bord avant d'être indépendants. Alors, qu'ils souffrent que nous prenons notre destin en main et surtout que Dieu veille sur nos différents États. Attends, en une minute également, docteur Kanga, pour sortir de cette question en ce qui concerne le Burkina Faso. Est-ce que vous restez, est-ce qu'on peut avoir une sorte d'espoir, parce que beaucoup estiment que de plus en plus, au regard de ces événements, l'Afrique est en train de se libérer, mais beaucoup craignent en tout cas qu'il y ait également une sorte de manipulation. Est-ce que vous êtes, on pourrait dire en tout cas que l'Afrique est bien partie? Alors, moi, je vais avoir une note d'espoir parce que ça fait quand même de nombreuses années, pour ne pas dire des siècles, que l'Afrique est colonisée, qu'elle ploie sous le joug de la brutalité des élites françaises pour une part de l'Afrique. Donc, l'Afrique est bien partie parce que je vais ici dire que les élections ne sont pas non plus la panacée, hein, parce que M. Macron a été élu, mais il a été mal élu. Et dans bon nombre de pays d'ailleurs où il y a des élections, c'est pas la panacée. Donc qu'on ne vienne pas nous expliquer que parce qu'on est élu, on est bien élu. La figure de Macron est l'illustration parfaite d'un homme d'État très mal élu et très détesté par son peuple. Donc il n'a pas de leçon à nous donner parce que le général de Gaulle est un putschiste. Donc, avant de regarder dans les affaires des autres, la France ferait mieux de regarder son histoire, qui n'est pas très propre. Donc, au lieu de donner des leçons aux Africains, elle ferait mieux de regarder son histoire. Donc, n'oublions pas que le général de Gaulle était un putschiste. Donc, le putsch, c'est pas non plus, on n'est pas là pour dire que on est des putschiphiles ou putschophiles, nous ne sommes pas forcément des amis des putschs, mais si les putschs permettent de restaurer les États africains, bien évidemment les souverainistes sont pour. Donc je pense que ce qui est en train de se jouer aussi bien pour le Mali, pour le Burkina, pour la Guinée-Conakry, je pense que l'Afrique est en train de prendre son envol et se détacher petit à petit du brigandage de la junte française, parce que n'oublions pas que la France est une junte française, parce que junte, on dit assemblée. Donc, si on nous a cet élément de langage junte, on l'utilise pour noircir le travail des souverainistes africains dans leur sol, eh bien, on va aussi dire que la France, c'est une junte. Donc, ce que fait le Mali, c'est pour l'avancée de la souveraineté totale du Mali. Ce qu'est en train de faire la Guinée-Conakry, je l'espère, c'est aussi pour recouvrer la souveraineté. Et normalement, la souveraineté, elle est quand même mieux accompagnée si, bien évidemment, on a l'intégrité, le territoire est totalement sécurisé. Donc, cette unité, cette union entre le Mali, le Burkina, je l'espère très vite, une unité avec le Mali, le Burkina et le troisième pays, Burkina-Mali, et puis la Guinée. Je pense que ça va sécuriser et ces fameux terroristes inventés, fabriqués par l'Occident, la main invisible, eh bien, ils vont être ratatinés. Donc, je pense que
il y a de l'avenir et je suis en train de rêver que l'Afrique se lève et par ces 3 États, je pense que ça va faire effet de boule de neige et que ça va contaminer le Niger, je l'espère, ça va contaminer le Togo, ça va contaminer la Côte d'Ivoire, ça va contaminer tous ces pays qui sont encore, qui se sont enfermés, qui se sont drapés du néocolonialisme. Et j'espère que ces trois États qui sont en train de donner de l'espérance, qui sont en train de donner de l'envie de croire aux peuples africains, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. J'espère qu'ils vont travailler main dans la main et que les terroristes, ils vont terroriser les terroristes et que les fameux terroristes, eh bien, ils vont détaler soit en France ou soit, je ne sais où, mais en tout cas, ce ne sera pas dans ces 3 pays. Docteur Kangar, on va donc rapidement aborder la seconde thématique. On va commencer ce tour avec vous, Monsieur Tapé Groubera. En ce qui concerne bien sûr le conflit russo-ukrainien, on rappelle qu'on a environ 15 minutes seulement pour la fin de cette émission. On va essayer de les gérer comme ça. Le conflit russo-ukrainien, comme on l'a titré, annexion de 4 régions. On l'annonçait d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre de l'actualité géopolitique. Est-ce que le président Vladimir Poutine a gagné la guerre au regard de cette annexion? Monsieur Tapé Groubera, comment est-ce que vous interprétez cette annexion par la Russie de ces 4 régions ukrainiennes? On rappelle d'ailleurs que cet acte, pour le moment, est toujours contesté par la communauté internationale qui estime que c'est illégal et illégitime. Et de l'autre côté, de plus en plus d'experts parlent de la perte de la guerre par le président Poutine. Bien, merci. D'abord, première des choses, il ne faut pas aller, comme on a dit, toujours prendre les mots qui sont utilisés par les autres. Oui. Le président Poutine ne parle pas de guerre, il y a une opération spéciale. Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, la Russie n'est pas entrée en guerre directement avec l'Ukraine. Elle a aidé des territoires qui sont venus demander son aide au vu de l'article 2 de la charte de l'ONU pour pouvoir leur venir en aide. Donc, ce qui fait que ceux qui sont en avant, bon, ils appellent des milices, mais ce sont des populations du Donetsk et de Lugansk qui eux-mêmes, qui depuis 2014 se battent, à qui la Russie apporte, son soutien. Et voilà, compte tenu du fait que de l'autre côté, il y a des alliés très forts, les gens de l'OTAN, bien évidemment, la Russie est à un moment donné obligée d'utiliser des stratagèmes, sinon, soyons sérieux, la Russie a l'arme nucléaire, elle n'a même pas besoin d'envoyer un seul moustique en chose, il suffit simplement d'appuyer le bouton et puis, l'Ukraine n'existe plus. Donc ça, c'est ça. En ce qui concerne ce qu'on appelle l'annexion, il n'y a pas d'annexion, parce que les gens on a l'impression qu'on vit sur une terre où il n'y a rien qui se passe. Je rappelle à toute fin utile que le 17 février 2008, il y a eu une session extraordinaire qui a eu lieu au Parlement du Kosovo, qui a déclaré de manière unilatérale son indépendance et qui est sorti de la Serbie. Donc, c'est au Parlement, il y a eu cette session-là. Les États-Unis, l'Union européenne, ont reconnu le Kosovo. Pourtant, l'ONU ne l'a pas reconnu. D'autres éléments, il y a eu celui du Soudan, il y a eu un référendum, le Soudan du Sud, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème, le Soudan du Nord, qui a été reconnu aussi. Ce qui s'est passé, il y a eu un référendum qui s'est passé en bonne et due forme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas. Les gens du Donetsk ont élu, il y a eu le taux, c'est 99,23%. Ceux de Longask, j'espère que je le prononce bien, 98,42%. Ceux de Kherson, 85,0%. Ceux de Zaporizhia, 93,11%. Et donc, c'était un choix qu'ils ont choisi de pouvoir s'associer librement à la Russie. Je ne vois pas où se trouve la question de l'annexion, comme ça s'est passé aussi au niveau de la Crimée, où 96% de la population a choisi cela. Parce qu'on me dira, oui, mais 85%. Mais je rappelle à toute fin utile que lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011,
il y a eu plus de 96% de la population qui a voté pour. Donc, ce n'est pas le taux qui pose problème. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ici, il n'y a pas d'annexion. Il y a des populations qui étaient dans des difficultés depuis 2014, ce qu'on ne veut pas nous dire, puisqu'il y a eu Minsk 1, surtout Minsk 2, qui demandait la question de l'autonomie dans le contexte de la charte de l'ONU, qui n'a jamais été respectée, puisque l'ONU elle-même, il y a eu la résolution 2202, qui n'a jamais été respectée, et dont M. Zelensky a dit que jamais il n'appliquerait cela, il ne accorderait de l'autonomie. Pourtant, cette autonomie a accordé en Espagne aux gens de Barcelone. Ensuite, ce n'est pas la même chose à accorder aux gens du Corse, ainsi de suite. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que cela poserait problème, alors qu'on aurait évité cette guerre-là, qui est vraiment tragique. Depuis 2014, lorsque l'armée, et ça c'est quand même assez étonnant, l'armée régulière ukrainienne tue et bombarde ses propres populations. On oublie aussi que l'année passée, il y a eu une loi qui a été votée sous Zelensky qui parle du fait que les populations ukrainiennes ont des droits en fonction de leur race ou bien de leur ethnie. Donc ça veut dire que si vous êtes russophone, vous êtes un moins que rien, donc vous n'avez pas de droit. On voit, sans compter, on sait que sur les toiles, on voit tout de suite l'ancien président, comment il s'appelle, Porokhozy, son nom m'échappe, mais a traité les Ukrainiens russophones de cafards qu'il fallait exterminer. Donc, pour nous, c'est une question qui est tout simple. Il appartient, comme le dit la déclinaison, en fonction du principe de l'égalité des peuples, si le peuple lui-même se détermine et qu'il dit véritablement qu'il veut s'associer à X, Y, c'est l'achat de l'ONU qui le dit, on n'invente rien. Et je pense que c'est dans ce contexte que ces populations ont décidé de manière libre à la suite des élections qui ont eu lieu. Puisqu'ils appellent des élections. Pourquoi est-ce que pour une fois on parle de référendum, on ne veut pas l'accepter? C'est véritablement, comment on appelle, quelque chose qui est incompréhensible. Je poursuis avec vous, docteur Kanga, sur cette question. Voilà, je vais employer le terme de M. Tapé Goubera, cette opération spéciale militaire russe du côté de l'Ukraine. Voilà, des régions qui acceptent donc de se rallier à la Russie. Qu'est-ce que cela traduit selon vous, docteur Kanga? Est-ce le rejet également de la communauté internationale dans cet espace, je vais dire, européen? Alors, avant de répondre, j'aimerais dire aussi que c'est vrai que la terminologie est importante, oui, et que évoquer l'annexion, le terme annexion, je trouve que c'est pas approprié. Et d'ailleurs, je condamne justement cette façon de voir les choses de l'Occident, parce que l'Occident même, c'est un spécialiste des annexions, hein, et toute sa vie, toute la vie de l'Occident est basée sur des annexions. Hein, les États-Unis même ont annexé les terres des Indiens. La France a annexé des terres africaines et même l'île éparse. Quand la France a annexé ces îles éparses, est-ce qu'on a demandé l'avis des peuples? Non. Donc, lorsque l'Occident annexe, c'est tout à fait normal et que c'est circulé, il n'y a rien à voir, et que parce que c'est eux qui donnent le pulse, qui impulsent tout ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, c'est eux qui donnent le tempo. Donc si eux ils disent que ce n'est pas une annexion, donc on doit tout le monde se ranger pour dire ce n'est pas une annexion, et quand ils disent que c'est une annexion, et nous on doit dire que c'est une annexion. Moi je dis que ce n'est pas une annexion, ce sont des peuples, des régions qui sont russophiles, hein, et probablement russophones, qui veulent se retrouver avec la Russie. Et donc quel est le mal, quel mal y a-t-il entre des régions qui sont pour la Russie, qui veulent s'attacher à la Russie? En quoi ça concerne la France? En quoi ça concerne l'Occident? Donc on est en train de parler comme les Occidentaux eux-mêmes. Les gens veulent se rattacher à la Russie. Donc si demain les Africains veulent se rattacher à la Russie, on doit demander la permission à l'Occident. Qu'on arrête de se moquer de nous. Qu'on arrête d'insulter l'intelligence du monde, des autres peuples,
hors Occident, et que ceux qui veulent s'attacher à la Russie sont en droit, n'ont pas besoin de demander la permission à la France, n'ont pas besoin de demander la permission aux États-Unis, n'ont pas besoin de demander la permission aux États membres de l'UE, et que c'est en leur âme et conscience. Parce que dire annexion, ça veut dire on insulte l'intelligence des peuples qui s'attachent à la Russie. Donc moi je suis contre le terme, même l'emploi du terme annexion. Ce sont des peuples qui se rattachent à la Russie parce qu'ils sont russophiles, russophones, et qu'ils estiment que la Russie représente leurs aspirations aujourd'hui et demain. Donc, moi, je suis outrée que comment dirais-je, que l'Europe, l'UE et puis l'Occident, par extension, utilisent des termes inappropriés, non idoines, pour qualifier le désir des peuples de ces régions de s'attacher à la Russie. Je trouve que c'est une insulte à ces peuples. Souleymane Hamzat, est-ce à dire aujourd'hui que la Russie, avec cette... je me réserve également d'utiliser justement ces mots, du moins le fait que ces 4 régions aient accepté d'appartenir à la grande Russie. Est-ce que c'est un avantage justement pour ce pays-là dans ce conflit? Est-ce qu'il y a un rapport? Ben écoutez, moi je vois déjà pas, comme l'a dit le docteur Kanga, on utilise des mots, ils utilisent des mots en fait pour nous endormir. Vous savez, ouais, pendant un certain nombre de temps, on parlait de, quand on dit putschiste, on dit, ah voilà, c'est eux qui sont là pour déstabiliser l'État. Ils oublient que parfois le peuple appelle son armée à prendre ses responsabilités. Et ils qualifient ça de quoi en ce terme? Ouais, moi je vais vous parler plutôt, je vais vous parler de la Russie. Vous avez posé une question là, tout à l'heure à M. Tapé-Bera. Oui. En ce sens-là, est-ce que la Russie aurait gagné cette guerre ou non? Oui. Je vous répondrai oui. Tranquillement, je suis coagulé. Je suis bien voté dans mon fauteuil quand je vous parle de ça. Elle a gagné cette guerre-là. Sur 4 points très importants. Le premier, il est monétaire. Vous voyez que le rouble est reparti, mais en flèche. Le rouble aujourd'hui, elle a une valeur, n'est-ce pas, excédentaire à nul autre pareil. Et aujourd'hui, on peut faire commerce avec la monnaie. D'ailleurs, ceux-là qui refusent le gaz jusqu'à là, qui font semblant de refuser le gaz parce qu'en réalité, il continue de l'acheter. Mais il le paye en quelle monnaie? Au rouble. Donc c'est une guerre de gagner sur ce point. Le deuxième point, il est économique. On a pensé, le Tony Truant, ministre des Français de la Finance, est venu nous narguer sur leur média mainstream là, en disant voilà, on va clouer la Russie, on va faire chuter l'économie de la Russie. Mais l'économie russe se porte plus que bien. D'ailleurs, ils ont profité de certaines occasions données pour le président Poutine pour renationaliser tout ce qui traînait là dans leur giron. Puis si de l'autre côté, lui-même, il est fléché par un certain nombre de sanctions et d'embargo. Ben, écoutez, lui ne fait pas dans du tout pas de mesure. Il a un camp, il a une dynamique, il a une voie bien tracée, et il a tapé dedans très fort. Et allez voir, le pire, il a gagné la guerre énergétique. Aujourd'hui, le gaz, vous voyez là, en Allemagne, hier, c'était des casse partout. Ce soir, c'était en Italie. Je pense qu'il y a de cela 6 jours, c'était en France, mais les populations commencent à descendre dans les rues pour dire on veut du gaz russe. Ils le précisent, ils ne disent pas on veut du gaz, mais ils disent on veut du gaz russe. Alors, c'est vous dire quoi? La guerre énergétique, elle est gagnée, mais sur toute la ligne en cause. Faut-il vous rappeler ici que les États africains, d'une part, qui ont cette denrée-là foison, n'ont pas les infrastructures aujourd'hui adéquates pour fournir l'Occident. Et puis, ceux qui aujourd'hui font semblant de vouloir vendre leur gaz de schiste polluant à toute cette planète-là, à l'Occident, à l'OTAN, mais ceux-là aujourd'hui n'ont pas pris le soin de construire des infrastructures de manière préventive qui puissent répondre à la demande européenne. Donc on est dans un dilemme.
ils auront besoin du gaz russe encore pendant longtemps. Et malheur, ils envoient, je ne sais pas qui, là, pour aller faire sauter les deux gazoducs Nord Stream 1 Nord Stream 2, mais c'est courir droit la tête dans le mur. Et pour finir, sur le plan militaire, c'est le quatrième point, mais on dit qu'il a perdu la guerre. Pendant qu'il est en train de signer, n'est-ce pas, le retour à la maison des 4 zones, comme nous connaissons, le Zaporizhzhia, le Dougansk, le Donetsk, et puis il y en a un quatrième que j'oublie là. Personne. Les gens sont en train même de fêter, ils sont contents, ça danse, ça boit, ça... Et pour chuter, mais on dit oui, il a perdu la guerre, il a perdu beaucoup de temps, donc il fait un rappel à 300 000 réservistes. Et on paye des délégués, on met des caméras derrière, on fait croire au monde entier que les Russes sont en train de fuir leurs États. Mais à qui vont-ils vendre ces gens de baptême? Nous, on est des hommes avertis. On voit, on entend. On voit, on entend. Même si on n'est pas informé, au moins on voit, on entend. Donc on peut tirer le son de ce qui se passe. Et nous savons combien de fois ces gens-là viennent dans la propagande, n'est-ce pas, journalistique. Soyez salués, hein, For You Media et toutes les autres chaînes avec qui font un travail excellent, de titan, n'est-ce pas, qui prouvent aujourd'hui à la face du monde que être journaliste, ça ne veut rien dire et avoir un plateau plein de lumière et puis venir endormir le monde. Aujourd'hui, on voit quelles sont les chaînes qui sont les chaînes de vérité. Et c'est dans cela que je voudrais sortir, n'est-ce pas, de cette émission, en vous saluant, vous particulièrement les journalistes, sur les thématiques que vous mettez, n'est-ce pas, à débattre, sur la gestion des plateaux. Franchement, quelle chaîne européenne tient des plateaux au-delà d'une heure? 45 minutes, ils sont fatigués, il faut que quand vous êtes là pendant 1-2 heures, vous donnez l'opportunité à 2, 3, 4 personnes venant de pays différents, d'horizons différents, de mentalités différentes, de savoirs différents, qui opinent sur des problèmes liés à leur continent qui est l'Afrique et qui en sortent vraiment ragaillards. Vraiment, soyez salués, Madame Doumbé, et votre équipe avec les techniciens, le PDG, et que vive votre chaîne pour longtemps parce que l'Afrique a besoin de vous. Merci à vous, Monsieur Souleymane Hamzat. Merci beaucoup pour ces souhaits. Merci. On va sortir avec vous, Jonathan Batengene, sur cette question. On a plus que 2 minutes pour sortir définitivement. On va éviter d'utiliser ces termes. Voilà, on n'utilise plus ou moins annexion. Du moins, ces régions qui ont décidé justement de rejoindre la Russie. De l'autre côté, on a la communauté dite internationale, comme j'aime bien le dire aussi, qui n'accepte pas cette décision de ces 4 régions. Les autres copanélistes ont d'ailleurs dénoncé cela. Et enfin, d'autres qui parlent de la perte, du moins qui estiment que la Russie est en train de perdre la guerre. Si nous perdons de vue, quand nous prenons cette situation géopolitique dans l'Europe de l'Est, les accords de Minsk de 2015, de 2014, ouais. on risque de proposer une vision à nos téléspectateurs qui semble être subjective. Oui. Le document de Minsk prévoyait effectivement plus d'autonomie pour les régions russophones d'Ukraine. Oui. Mais bien plus, pas seulement les russophones. Il y a les Hongrois, il y a les Roumains. Ces populations-là qui ont des spécificités culturelles qui ne sont pas récentes, c'est historique. La formation de l'Ukraine est un processus qui a pris le temps et qui a commencé en 1654 dans la constitution de la Grande Russie avec l'impératrice Catherine. Et les spécificités culturelles sont l'élément dont l'Ukraine, en naissant en 1991, n'a pas pu véritablement accorder à cela une place dans son histoire ou bien dans son paysage politique. Les accords de Minsk venaient donc corriger cette situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les ultranationalistes polonais, qui en avaient après l'hégémonie russe, parce que
il y a un vieux contentieux sur l'Ukraine entre la Pologne et la Russie. Les ultranationalistes polonais sont devenus les plus grands stratèges aux États-Unis. Et ils ont transporté aux États-Unis les rancœurs polonaises contre la Russie. Et Brzezinski, quand il écrit Le Grand Échiquier, le fait essentiellement dans le cadre de la déstabilisation de la Grande Russie. Et il va utiliser le cœur de la culture russe, l'Ukraine, comme étant un des éléments prépondérants de sa stratégie. Voilà pourquoi les États-Unis, à partir de 1991, vont encourager la montée d'un révisionnisme ukrainien. Lequel révisionnisme prend pour point d'appui la ville de Lviv, que les Ukrainiens appellent, de Lvov, que les Ukrainiens appellent Lviv. Parce qu'ils vont commencer, ces Ukrainiens qui sont très proches de la Pologne, ils vont commencer à encenser une Ukraine historique qui n'a jamais véritablement existé. Ils vont décider que désormais, il faut que tous les peuples, les minorités qu'ils ont en partage avec des pays voisins, se convertissent tous à la langue ukrainienne. Et en 2017, ils vont donc violer les accords de Minsk de manière flagrante, en prenant un décret en 2021 qui dit que désormais il n'y a de langue que la langue ukrainienne. Deuxième élément, les minorités ultranationalistes vont empiéter en tirant des obus chaque fois sur les populations russophones des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, qui sont des territoires qui ont une histoire spécifique. Mais le temps de l'émission ne nous permet pas de revenir dessus. On y reviendra dessus. certainement. Donc, avec cette situation, le président Vladimir Poutine voulait corriger d'abord, faire appliquer les accords de Donetsk et les accords de Minsk. Et dans l'opération militaire spéciale, qui n'est pas une déclaration de guerre contre l'État d'Ukraine, il a fixé des objectifs: démilitarisation, dénazification. Oui, la question même que notre frère Souleymane Azap soulève, celle de la dédollarisation de l'économie, il l'engage parce qu'il se rend compte que les États-Unis, qui ont des intérêts en Ukraine, veulent à tout prix affaiblir l'économie russe. Il lance donc une contre-offensive sur l'économie états-unienne en engageant la dédollarisation. C'est une réussite, mais elle est sous-jacente de l'opération militaire spéciale russe. Et l'opération militaire spéciale russe visait quoi? La dénazification et la démilitarisation. Dans l'opération de dénazification, vous avez par exemple la milice Azov. Je partage l'analyse de notre frère Hamzat. Hamzat, oui. La milice Azov, avec la prise de Mariupol, a perdu tous ses points de repère et ses bases d'entraînement, dont la milice Azov est considérablement affaiblie. D'ailleurs, vous allez remarquer que de plus en plus, on parle moins de l'existence du groupe Azov, qui est un groupe néo-nazi. Donc, la dénazification a été réalisée. Il y a d'autres groupes ultranationalistes qui existent, comme les Kraken, ou bien le secteur droit. Mais même le Kraken, les Russes envisagent qu'avec la prise d'Odessa, il ne sera plus question de Kraken. Donc, les Russes sont en train de progresser. Quant à ce qui est du référendum, le référendum a permis de rectifier, a permis de ramener ces populations russophones sous la protection de l'État russe. Nous pensons que les Russes sont en train d'envisager une modification de l'opération militaire spéciale. Mais ils ne veulent pas réaliser cela sous l'effet de la pression ukrainienne au niveau du front. Ils veulent réaliser cela du point de vue constitutionnel. Quand vous suivez le dernier discours du président Vladimir Poutine, il dit que depuis le jour où chacun de ces territoires sera reconnu, et comme ils ont été reconnus, comme faisant partie de la Grande Fédération de Russie, toute agression contre ces territoires sera considérée
comme une agression contre la Russie. En fait, le président Vladimir Poutine mettait en garde sur un élément. Désormais, une attaque sur Kherson ou une offensive ukrainienne sur Kherson donnera lieu à une déclaration de guerre de l'État de Russie contre l'État d'Ukraine. Nous assistons avec cette situation du référendum à une transformation possible de l'opération militaire spéciale russe qui risque de devenir une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, l'un des impacts, c'est que l'Ukraine a demandé à adhérer de manière expresse à l'OTAN. La conséquence directe, c'est que l'OTAN a immédiatement refusé à l'Ukraine cette adhésion, ce qui a encore mis le clone sanglant de Kiev dans tous ces États. Merci à vous, Jonathan Bateguene. C'est avec ces propos également qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Cartes géopolitiques sur For You Media Africa. Merci une fois de plus. On rappelle que vous êtes sociopolitologue. Merci également au docteur Kanga. Vous êtes professeur de lettres et souverainiste africaine. Merci à vous, monsieur Tapé Groubera. Vous êtes enseignant et président du MORAF, et sans oublier Souleymane Hamzat, expert en stratégie militaire et analyste bien sûr. Merci à vous également, chers téléspectateurs, sans oublier l'équipe technique mobilisée pour la réalisation de cette autre édition. D'ici là, portez-vous bien et très belle soirée en compagnie de nos programmes. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous. Hein. Merci. Merci à tous. Merci. Docteur Hamza, docteur Kanga. Super.